Il giorno e paese sempre. Ma che è un film? Sì. Oh, niente molto. Mon histoire publique, c'est celle de mes livres, de mes succès, et aussi celle des attaques auxquelles j'ai été en butte. En France, si vous écrivez, être femme, c'est donner des verges pour vous battre. Surtout à l'âge que j'avais quand j'ai commencé à être publiée. Le fait est que je suis un écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Cette vie en vaut bien une autre. Elle a ses raisons, son ordre, ses fins, auxquelles il faut ne rien comprendre pour la juger extravagante. En tout cas, me retournant vers mon passé, je n'envie personne. Je me suis entraînée dans ma jeunesse à me foutre de l'opinion. On se rend mal compte aujourd'hui, avec le recul, de l'importance que ça a eu, de la gloire de Sartre et de Beauvoir à partir de 45-46, de ce que c'était qu'ils ont structuré toute une partie de Paris. Non seulement les gens les imitaient dans les mœurs, dans leur rapport avec les hommes, les femmes, dans la politique, dans tout ça, mais c'était leur bistrot, ils étaient maîtres. Il y avait Montparnasse, où nous sommes, et Saint-Germain-des-Prés, c'était vraiment les deux bastions, et on a ça dans les mémoires de Beauvoir. L'existentialisme, il faut quand même savoir, et ça, c'était un grand modèle, ça veut dire qu'on ne loge pas ensemble, et qu'on n'a pas de problème de ménage ensemble. Et que ça, ils s'en sont dispensés dès le départ, c'est une vie de bistrot. Au lieu de regretter mon enfance, je me tournais vers l'avenir. Il restait assez lointain pour ne pas m'effaroucher et déjà il m'éblouissait. Cet été-là, entre tous les étés, je m'enivrais de sa splendeur. La brise du soir caressait les fusains, elle me frôlait, me souffletait, et je m'abandonnais à sa douceur, à sa violence. Les noisettiers murmuraient et je comprenais leur oracle. J'étais attendue par moi-même. Ruisselante de lumière, le monde couchait à mes pieds comme un grand animal familier. Je souriais à l'adolescente qui demain mourrait et ressusciterait dans ma gloire. Aucune vie, aucun instant d'aucune vie ne saurait tenir les promesses dont j'affolais mon cœur crédule. Je suis attachée à mon passé, cependant je vis beaucoup au présent, je vis beaucoup dans le futur aussi, et dans les projets. Mais ce sont deux choses assez différentes d'ailleurs, les objets ou les mémoires, je crois. Parce que les objets, quand on les achète, finalement, c'est pour sauver le présent. C'est avec l'idée que plus tard, ça sera des souvenirs qu'on conservera. Donc, en un sens, c'est un projet, l'achat d'un objet. Tandis que les mémoires, ça, c'est tout à fait différent. J'ai voulu, pendant assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elles que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux. Et
Elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie, et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin. Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connue, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ces débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage. Je ne peux pas m'imaginer à 20 ans autre que j'étais, mais aussi ne puis-je pas m'imaginer une enfance où Zaza n'aurait pas existé. Elle m'a fait abandonner mon personnage d'enfant sage. Elle m'a appris l'indépendance et l'irrespect, mais de manière superficielle. Elle n'a pris aucune part aux conflits intellectuels qui ont marqué mon adolescence. Jamais je ne l'ai mêlée au travail qui se faisait en moi. Je lui ai soigneusement caché que je lisais des livres défendus, que je remettais en question la morale et la religion. Je lui ai dissimulé longtemps que je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi a-t-elle échoué dans la mort, alors qu'elle aurait souhaité vivre, aimer, écrire peut-être? Quelles ont été ses malchances? Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Ça, c'est sa tête au moment où elle a connu Sartre. 20 ans, quoi. Cette photo est rarissime. Alors, je travaille sur un cahier de jeunesse, année 1929-1930. Le manuscrit est à la Bibliothèque nationale. C'est le lundi 17 juin 1929 et c'est le premier jour de l'agrégation de philo qu'elle passe en même temps que Sartre. Sartre sera reçu premier et elle seconde. Mardi 18 juin, ce sera la deuxième journée. Et là, vous voyez, mercredi 19 juin, nous finissons par la morale chez les stoïciens et Kant. C'est son dernier sujet. Ça a très bien marché. Ce n'est pas un hasard si c'est Sartre que j'ai choisi, car enfin, je l'ai choisi. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais porté à l'incandescence toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Un seul projet nous animait, tout embrasser et témoigner de tout. Quand je le quittais début août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. Elle croit au bonheur comme à la réalisation de soi. On fait son salut sur terre et on le fait à travers la jouissance du monde. C'est d'abord une jouissance scopique, mais aussi physique. Elle marche comme un cabri elle fait des ascensions. Enfin, c'est une randonneuse. Des paysages. Oui. Sartre n'a pas du tout. Sartre, il arrive, il y a de l'herbe, il s'assoit, il prend sa pipe, il prend son carnet, il commence à écrire, il ne regarde pas. Beauvoir, pas du tout. Elle respire la chlorophylle. Et nous sommes en septembre et elle est folle de joie parce qu'elle quitte l'appartement de ses parents où elle étouffait pour s'installer dans une chambre que lui loue sa grand-mère. Et c'est le début de l'indépendance. Elle écrit « Matinée de promenade au Luxembourg, automne à Paris, souvenir qui se transpose en promesse, bonheur. Écrit à Sartre du Dôme. » Et un peu plus bas, « Inexprimablement heureuse. J'espérais bien sans oser croire. Étrange certitude que cette richesse sera reçue, que des mots seront dits et entendus, que cette vie sera source où beaucoup d'autres puiseront. Certitude d'une vocation. Veuillez écouter notre dernier bulletin d'information. Depuis 17h aujourd'hui, dimanche 3 septembre 1939, la France est officiellement en état de guerre avec l'Allemagne. Entre 1929 et 1939, je n'éprouvais pas la pression de l'histoire de telle manière qu'elle me dérangeât. Et je voulais m'aveugler. Je voulais croire que rien, jamais, ne pourrait ébranler mon bonheur. J'ai usé de ma liberté pour méconnaître la vérité du moment que je vivais.
En 1940, sur le plan intellectuel, aucune hésitation n'était possible. Je ne pouvais que haïr le nazisme et la collaboration. Il était aussi dans ma ligne de tenter de réagir à la situation sans me laisser écraser. Ce que je n'ai pas découvert, c'est la manière de traduire par des actes mon opposition au nazisme. During the whole war, she lived here with Sartre, on and off. Sartre was always one floor up or one floor down. They never shared rooms. I think we tend to forget just how scandalous Simone de Beauvoir was. She was so daring. We forget just how restricted the world was for women like Simone de Beauvoir, and just how courageous she was. During the war, she had various girlfriends. She had 2 or 3 physical relationships with women. They were always younger than she was. They were always her students. In the past, they had been her students. And Sartre became interested in them too, so they sometimes formed rather difficult trios. So she liked to speak like Sartre. She liked to patronize these women. She would speak patronizingly about them. Rassuré sur le sort de Sartre par un de ses camarades de captivité, j'ai décidé de parier sur un avenir heureux. J'ai demandé à Hegel de me rendre intelligible le cours de l'histoire. J'ai accueilli et suscité toutes les distractions possibles. Surtout, j'ai entrepris d'achever l'invité, puis j'ai écrit Le sang des autres. Je pense que c'est une très bonne philosophe. Je pense qu'elle connaît admirablement l'histoire de la philosophie. Je dirais même qu'elle lit avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'empathie les philosophes que Sartre. Et puis, là où elle a joué un rôle fondamental, c'est que c'est elle qui a découvert Hegel. Or, Hegel est à peu près inconnu en France. C'est quand même le très grand philosophe, non seulement allemand, mais mondial. Et c'est elle qui le découvre à la Bibliothèque nationale pendant que Sartre est pris par la guerre. C'est dans les lettres que Simone de Beauvoir lui dit « il faut que vous lisiez Hegel », etc. Et elle est à la Bibliothèque nationale, elle souligne, elle prend des notes, et elle lui explique. Elle considère que c'est Sartre l'inventeur, le créateur de concepts, et que elle, son rôle, c'est de l'aider, lui, à préciser ses pensées. Donc elle est son interlocutrice favorite, et même la seule. Et toutes ces idées, il les essaye avec elle. Et elle essaye de les mettre en pièces, de les contester, et elles ne deviennent solides qu'à partir du moment où elles ont résisté à sa critique à elle. Ça, c'est très important. Non, c'est des rapports très beaux et très rares, hein, je pense. Mais qui sont, c'est pour ça que c'est très difficile à reproduire, qui sont appuyés sur l'œuvre de l'un et de l'autre, et l'œuvre passant avant tout le reste. Alors, Simone de Beauvoir était plus difficile à troubler dans son œuvre, parce qu'elle se mettait à sa table, elle grattait, elle avait une capacité de production. Sartre aussi, mais il fallait le protéger des autres. Donc Simone de Beauvoir le protégeait des autres. À eux deux, si vous voulez, ils formaient un seul être, une espèce de monade, comme on dit en philosophie. On les appelait Castor-Sartre en un seul mot, tout en restant 2 individualités bien distinctes. Le modèle de ce que peut être un amour entre hommes et femmes. La gaieté, l'intelligence, la générosité, l'invention, la bonne humeur constante. La bonne humeur chez eux était quasiment une qualité morale. Et puis, l'un comme l'autre, tout jeune, voulait vivre de cette façon. À la fois ce lien entre eux et des aventures. C'est frappant dans les cahiers de jeunesse. Simone de Beauvoir ne voulait pas se cantonner à
un amour unique. Et c'est pour ça qu'elle s'est tellement bien entendue avec Sartre. C'est pour ça qu'elle a choisi Sartre. Eux ont tenu, par Simone de Beauvoir, d'ailleurs, c'est elle qui en a été l'agente, à faire connaître leur mode de vie. Parce qu'ils pensaient que l'invention de leur vie amoureuse, par rapport aux normes de la vie amoureuse qui précédait, était corrélative, homogène avec leur volonté d'inventer de nouveaux rapports sociaux. Mais d'un autre côté, le récit de Simone de Beauvoir, celui qui nous a tous frappés, c'est celui des mémoires. Et dans les mémoires, les choses sont très arrangées. Ça se passe beaucoup mieux que dans la réalité. Il y a un mensonge, ou en tout cas une grosse omission, c'est en effet la disparition au bout de 7 ou 8 ans du désir entre eux. Hein. Ils n'ont plus de rapport sexuel. Et ça, c'est caché, ou ça n'est pas dit. Et ça change beaucoup de choses. America for them, since the 1920s, had represented American literature, Hemingway, Steinbeck, Dreiser, Dos Passos. American novels were using experimental techniques that were very interesting and strongly influenced Simone de Beauvoir and Sartre. Then there was jazz. There was architecture in Chicago. There was the very words New Orleans, Chicago, Memphis excited them. When she came to America in 1947, Simone de Beauvoir could see the beginning of what would become the McCarthyist witch hunt. She also saw the racism with Richard Wright, the black American writer who lived in New York. And when she was with him, she understood a great deal that white people never understand. She met this writer called Nelson Algren, January till April. It's clear from the first time he set eyes on Simone de Beauvoir, he was surprised. He expected an intellectual, and she was very beautiful. And I think for Simone de Beauvoir, Nelson Algren represented an America that in 1947 she loved. Jeudi 30 octobre 1947. Nelson, mon amour. Dès que j'ai posté cette lettre, je me sens si frustrée que je dois en commencer une autre. J'ai toujours l'impression de n'avoir rien dit. Sans doute parce que l'amour ne peut se dire. J'ai hésité à éteindre pour m'abandonner à des pensées sommeilleuses sur vous. Écrire demande plus d'efforts, mais rend un son plus vrai. En effet, il vous importe peu, et à moi énormément, que cette lettre soit écrite en cet instant précis. Maintenant. Maintenant. Quel drôle de mot, puisque même l'heure de nos montres diffère, et qui signifie tant quand nos lèvres se rencontrent. Quand nous pouvons dire « maintenant, maintenant, je vous ai ». Vous n'attachez pas autant d'importance que moi aux mots, je sais. À vos yeux, j'ai trop de goût pour eux, je fais toujours trop travailler mes mâchoires et mon stylo. Vous avez raison. Mais pour vivre l'attente, je n'ai que des mots. J'ai été profondément émue de lire que vous aimiez autant que mes yeux ma manière d'aimer. Elle n'est autre que mon amour pour vous. J'ai toujours eu mes yeux, mais je n'ai aimé personne de cette manière, sachez-le. Avec tant de plaisir dans l'amour et d'amour dans le plaisir, tant de fièvre et tant de paix, je me sens une femme dans les bras d'un homme, réellement et totalement, et ça veut dire beaucoup, beaucoup pour moi. Rien de meilleur n'aurait pu m'arriver. Venez, chérie, venez, et prenez-moi dans vos mains fortes, douces, avides. Je les attends, je vous attends. Cher Castor, tout est vivant quand je vous écris, comme mes sentiments pour vous. Mon Dieu, que c'est agréable d'écrire à quelqu'un qu'on aime pour de vrai, comme on est, qui vous connaît. Pas de surenchère, pas de drame, ni de tremblement de voix. Vous me manquez, je ne pourrai vivre très longtemps sans vous, tout est fade. Et puis on est alliés,
Mon Dieu, qu'il faut des mots pour expliquer aux gens les plus bêtes des choses que je pense. Si vous n'existiez pas, quelle solitude. Vous êtes la seule personne que j'aime, comme je suis, sans escroquerie, avec du néant, des étourderies, mais comme nous voulons qu'on soit dans notre morale, avec conscience de tout ça et acceptation. C'est sûrement par vous que je serai sauvé. Nous autres deux, c'est bien. Voilà ce que je pense. Nombreux sont les couples qui concluent le même pacte à peu près que Sartre et moi. Maintenir à travers des écarts une certaine fidélité. Si les deux alliés ne se permettent que des passades sexuelles, il n'y a pas de difficulté, mais aussi la liberté qu'ils concèdent ne mérite-t-elle pas son nom? Nous avions été, Sartre et moi, plus ambitieux. Nous avions étourdiment esquivé comment le tiers s'accommoderait-il de notre arrangement. Il arriva qu'il s'y plia sans peine. Notre union laissait assez de place pour des amitiés ou des camaraderies amoureuses, pour des romances fugaces. Mais si le protagoniste souhaitait davantage, des conflits éclataient. I want a place of my own to live in, with a woman of my own, and perhaps a child of my own. There's nothing extraordinary about wanting such things. In fact, it's rather common. It's just that I've never felt like it before. It's different for you. You've got Sartre. You live in the heart of French culture, and every day you draw satisfaction from your work and your life. Whereas I lead a sterile existence, centered exclusively on myself, and I'm not at all happy about it. I am stuck here because my job is to write about this city, and I can only do it here. It leaves me with no one to talk to, caught in my own trap. Quel malheur que d'être femme, et pourtant le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Kierkegaard. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf, et j'allais de surprise en surprise. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Un des malentendus qu'a suscité mon livre, c'est qu'on a cru que j'y niais entre hommes et femmes toute différence. Au contraire, j'ai mesuré en l'écrivant ce qui les sépare. Ce que j'ai soutenu, c'est que ces dissemblances sont d'ordre culturel et non pas naturel. My first wife read The Second Sex. Ma première femme a lu Le Deuxième Sexe en 1950 ou en 51, et cela a détruit mon mariage. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais à cause de ça ridiculiser les hommes. Je n'étais pas communiste, mais enfin, je pensais quand même que la gauche avait un certain intérêt dans une question comme celle-là. Or, ils ont écrit dans les lettres françaises que les ouvrières de Billancourt s'en foutaient bien de tous ces problèmes que je posais, ce qui est entièrement faux, parce que les ouvrières de Billancourt sont aussi sensibles à la condition de la femme que n'importe qui. What Simone de Beauvoir did in that book, which is very original still today, is that her framework is existential freedom. And so she's interested in the concept of freedom, and she's also interested in the concept of non-freedom. And so in The Second Sex, she writes about women's complicity in their own lack of freedom. And of course, she does say that the woman in love, or even the mother, these are roles that women can easily step into and follow a path which is set out for them, and they're no longer being transcendental, existential, authentic subjects. It's very difficult to assume your freedom. It's very hard. It brings anguish. It brings responsibility.
Algren avait acheté une maison sur le lac de Michigan. Nous y passerions 2 mois. Je me réjouis à l'idée d'avoir avec lui une vraie vie commune. Juste au moment où j'allais m'envoler, les Coréens du Nord pénétrèrent en Corée du Sud. Aussitôt, l'aviation, puis l'infanterie américaine intervinrent. Si la Chine attaquait Formose, la guerre mondiale éclatait. Tout le monde parlait de l'occupation de la France par l'armée rouge. Samedi soir titrait « Faut-il avoir peur ?» et concluait que oui. J'hésitais beaucoup à quitter la France. « Partez, me dit Sartre, vous pourrez toujours revenir, moi je ne crois pas à la guerre. » Mes premiers jours à Chicago ressemblèrent beaucoup à ceux que dans Les Mandarins, Anne passe avec Lewis quand ils se retrouvent pour la dernière fois. Toute l'année, Algren m'avait écrit des lettres gaies et tendres, et soudain il me disait qu'il ne m'aimait plus. Dans la petite maison de Wabansia, l'étouffante chaleur et la présence d'Algren m'écrasaient. Je sortais, les rues m'étaient hostiles. Une Française, ça signifiait une suspecte, une ingrate, presque une ennemie. D'ailleurs, dehors, je fondais comme le bitume. Dans les bars, on ne peut ni lire, ni pleurer. Je ne savais littéralement pas que faire de moi. She wrote about it, first in L'Amérique au jour le jour, then she wrote about it in Les Mandarins, which she dedicates to Nelson Algren so that everybody knew that the Chicago writer in this book was based on Nelson Algren. And then finally she wrote about him again in the 3rd volume of her memoirs, La Force des Choses. And Nelson Algren read that in Chicago. He opened the book and began to read, and he was furious. She had a much more equal relationship with her men than Sartre did with his women. And I think it was much more complicated for Simone de Beauvoir to lead a free sexual life because we live in patriarchy. Fidèles à un demi-siècle de tradition littéraire, les Goncourt se sont mis à table pour décerner leur prix annuel. Les 9 parmi lesquels Francis Carco, Roland d'Orgelès, Pierre Macorlan, Philippe Héria et Armand Salacrou ont couronné les Mandarins de Simone de Beauvoir qui demeura invisible. Je voulais montrer en même temps que je n'étais pas de droite. Et alors j'ai donné ce seul interview à l'Humanité Dimanche. Ça, je me rappelle très bien. Vous voyez Sartre, et Sartre là vous voyez, mais elle et moi, c'était le tutoiement. Ça a été immédiat. Elle était quand même tout à fait extraordinaire. C'est la femme la plus loyale qui soit. La première fois que... La première nuit que nous avons passée ensemble, elle m'a dit, sans que je lui demande quoi que ce soit, il faut que tu saches, il y a eu tel homme, tel homme, tel homme, tel homme dans ma vie. Voilà, les doigts d'une main, pas plus. J'étais quand même un très jeune homme, j'avais 27 ans, et j'étais stupéfait par cette déclaration, alors que je ne lui demandais rien. C'est une déclaration qui l'engageait et qui m'engageait. Elle partait du principe, elle avait raison à mon avis, qu'on ne parlait bien qu'en tête à tête. Sartre aussi. C'était, on appelait ça chacun sa réception. Elle croyait profondément à la vérité. Elle croyait qu'on pouvait tout se dire, à la fois qu'on devait tout se dire,
et qu'on pouvait tout se dire. Ce que moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse tout se dire. Et je ne suis même pas sûr non plus qu'on le doive. Mais elle était comme ça. Elle voulait tout raconter tout de suite et qu'on lui raconte tout de suite. Et tout ça était lié à une forme d'angoisse profonde. Je ne suis pas sûr d'avoir la clé de... J'avais fait avec elle un voyage en Algérie 1 an, je crois, avant le début de la guerre d'indépendance. Et elle et moi, on sentait très fortement que quelque chose couvait et que quelque chose allait exploser. Alger marquait cette deuxième journée par une violence accrue. Barricades et bagarres. Sartre et Simone de Beauvoir se lancent dans le soutien à la cause de l'indépendance algérienne par refus du colonialisme. Et ça, c'est quelque chose qui date chez eux des années 30. Hein. Tous les deux soutiennent le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Et signent, donc ils n'en sont pas les artisans, ils sont les artisans de sa diffusion du manifeste des 121. Mais il a été écrit ailleurs, il a été écrit par Blanchot et Dionys Mascolo. Mais il récolte beaucoup de signatures et à partir du moment où Sartre prend fait et cause pour le droit à l'insoumission, il se place en marge de la société française. Et à ce moment-là, il devient ce que la droite appelle une machine à guerre civile. Et puis, des anciens combattants défilent sur les Champs-Élysées au mot d'ordre, fusiller Sartre. C'est quand même quelque chose. Hein. Mes amis et moi, nous avions beaucoup évolué sur la question du soutien au FLN. Nous avions reçu Janson. Nous trouvions convaincantes les raisons par lesquelles il justifiait politiquement son action. Vous tirez dans le dos des soldats français, lui a-t-on dit. C'étaient les militaires professionnels et le gouvernement qui tuaient des jeunes Français en prolongeant la guerre. La vie des musulmans ne comptait pas moins à mes yeux que celle de mes compatriotes. Elle vit ça comme une espèce d'accablement quand elle dit, quand elle se sent complètement rejetée par le peuple français. Le peuple est contre moi, je ne me sens plus française, j'ai honte de mon pays. Je crois que c'est très profond chez elle. Et je crois qu'elle l'a vécu très difficilement. Ce sont de sales années. Moi, je ne crois pas du tout qu'elle ait eu peur. Je pense pas non plus. Elle quitte son appartement parce que c'est dangereux et qu'en plus le commissaire de police vient lui dire de partir et que vous risquez de sauter comme Sartre quitte le sien. Et Sartre a bien raison puisqu'il y a 2 attentats rue Bonaparte. Le premier qui n'est pas très grave, le deuxième qui emporte tout l'escalier et qui ravage l'entrée. Enfin, c'était une bombe pour tuer. Mais je crois qu'elle vit 4 années très, très difficiles de 58 à 62. Il y avait l'idée que la révolution devait être violente et que c'était pas possible de faire autrement. Enfin, ça, on le trouve chez Sartre, mais chez elle. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se cacher un certain sectarisme de Beauvoir. Si vous prenez des articles politiques, l'article de 1955 sur la gauche, le numéro spécial des temps modernes sur la gauche, qui commence par « La vérité est une ». L'erreur multiple, il ne faut pas s'étonner que la droite professe le pluralisme. Si ce n'est pas la phrase la plus sectaire que j'ai jamais entendue, je ne comprends pas. L'existentialisme a été un mouvement sectaire, d'une certaine manière. Les exclusions à passe-parler de Koestler, de Camus,
même de Merleau-Ponty, parce qu'ils ont retrouvé des liens après, mais ça n'a plus jamais été pareil. Si on n'est pas d'accord politiquement, on n'a plus rien à nous dire, dit Sartre à Koestler, Simone de Beauvoir est là et Camus à 3 pas. Je ne trouve pas que ça soit une phrase terrible avec le recul. Je pense que nous avons toujours eu une très très grande liberté d'esprit, héritée peut-être de, je ne sais pas, de Descartes, qui nous avait beaucoup influencé, Sartre comme moi, quand nous étudions la philosophie, qui était qu'il faut garder la liberté de son jugement. Parce que nous avons eu raison d'être contre la guerre d'Indochine, nous avons eu raison d'être contre la guerre d'Algérie, et pas seulement contre les tortures, mais contre la guerre. Donc dans l'ensemble, le bilan, à mon avis, d'État moderne est très positif. Jacques-Laurent Bost. C'était quelqu'un d'extrêmement aimable qui a accompagné Simone de Beauvoir 48 ans. D'ailleurs, il était auteur moderne au comité de rédaction. C'est tout de même à lui qu'elle a dédié le deuxième sexe. On a toujours cru, à travers les mandarins et les mémoires, que ça avait été une espèce de passade charmante. On n'a jamais pris ça pour quelque chose de très sérieux. Or, en fait, c'était très sérieux et c'est de très belles amours. Et qui se sont prolongées assez longtemps. On ne sait pas quand ça s'est arrêté d'ailleurs en réalité. Et en tout cas, ça s'est terminé par une amitié proche. Et, moi, j'aime à savoir que le vieux Bost, un peu fauché, a terminé sa vie dans le studio de Simone de Beauvoir, après la mort du Castor. C'est bien. Il y a quelque chose de bien là-dedans. C'est la biographie impossible. C'est-à-dire que chaque fois, c'est ça la richesse de Sartre comme de Beauvoir, et on le voit très bien avec Beauvoir, c'est que chaque fois qu'il y a un inédit qui sort, chaque fois qu'on révèle une correspondance, on découvre une Beauvoir qu'on ignorait, et qui n'est pas tout à fait celle qu'on croyait, qui est différente de l'autre. Parce que le personnage est terriblement multiple. Si vous comparez les lettres à Sartre d'avant-guerre, qui sont des lettres liaisons dangereuses, Simone de Beauvoir a une petite amie qui est en général une de ses élèves, et elle la refile plus ou moins à Sartre. Enfin, c'est du Laclos, hein, avec un cynisme et quelquefois une crudité gênante, hein, y compris sexuelle dans la description. Et puis, vous avez, très peu de temps après, vous avez les lettres à Bost qui manifestent un amour formidable, physique, intellectuel, vraiment fascinant. Les lettres à Algren, et puis après les amours avec Lancelot. Donc, laquelle est-ce ? Lorsqu'après juin 62, la guerre d'Algérie cessa de m'obséder, le sort du Vietnam passa de nouveau au premier plan de mes préoccupations. L'ingérence des Américains, leur mépris du droit qu'avait le peuple vietnamien à disposer de lui-même me révoltait. En juillet 66, j'ai reçu la visite d'un jeune Américain, qui était un des principaux secrétaires de la Fondation Russell. Le but était de frapper l'opinion internationale, et en particulier l'opinion américaine. Au tribunal Russell. Les structures de la guerre se transforment en même temps que se transforment les infrastructures de la société. Entre 1860 et nos jours, le sens et les objectifs des conflits militaires ont profondément changé. Et l'aboutissement de cette métamorphose est précisément la guerre exemplaire que les États-Unis font au Vietnam. Ça a sûrement eu un impact, oui. Ici, et ça a eu un impact aux États-Unis. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même aux États-Unis une opposition très violente à la guerre. Une opposition étudiante. Le jeudi, un Japonais a traité de manière saisissante un sujet neuf, la défoliation. L'opération consiste à détruire la végétation et à empoisonner la population.
nous avons unanimement déclaré que les Américains commettaient le crime de génocide. Madame de Beauvoir, Monsieur Sartre, est-ce que vous acceptez d'être appelé un ou une moraliste? Moi, personnellement, j'aimerais pas beaucoup ça, parce que le mot de moraliste représente quelque chose d'assez formel et d'un peu transcendant aux événements historiques. Et je serais, de ce point de vue-là, je serais un peu gênée. Et puis je ne vois pas en quoi j'aurais autorité pour légiférer. Je ne sais pas qu'est-ce que Sartre pense, lui. Je me présente dans un monde politique où certaines forces sont en jeu, où des faits tragiques ont lieu et que nous essayons d'envisager à partir des lois internationales existantes. Mais nous ne sommes pas pour autant la conscience universelle. Nous sommes n'importe qui, des citoyens qui essayons de faire le point. Des citoyens engagés dans une certaine lutte, dans laquelle, d'une certaine manière, tout en étant aussi impartiaux que possible par rapport à la vérité des faits, nous prenons parti sur un plan, disons, pratique. Je ne trouve pas que ce soit très satisfaisant de s'en sortir individuellement. Parce qu'individuellement, si on voit que tous les êtres à côté de vous ne sont pas libérés, on ne peut pas dire qu'on est libéré soi-même. Je ne pense pas au salut individuel. Bon, enfin, si on est très égoïste, bien sûr, on peut penser qu'on a réussi son coup. Et on peut ne pas voir au-delà. Mais si on a des vues un petit peu plus larges, on ne sera pas contente simplement parce qu'on est une femme alibi, ou une femme qui a réussi ceci ou cela, ou une femme qui a de l'argent, ou une femme qui a un certain pouvoir. On doit vouloir davantage, quand ça ne sera un effet que pour ses enfants, ses petits-enfants, pour ses amis, pour tout le monde. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Si j'écrivais aujourd'hui le deuxième sexe, je donnerais des bases matérialistes et non idéalistes à l'opposition du même et de l'autre. Je fonderais le rejet et l'oppression de l'autre non sur l'antagonisme des consciences, mais sur la base économique de la rareté. On ne naît pas femme, on le devient. Je reprends à mon compte cette formule qui exprime une des idées directrices du deuxième sexe. Elle demanderait seulement à être complétée. On ne naît pas mâle, on le devient. La virilité non plus n'est pas donnée au départ. She has been an absolutely pioneering figure in the American feminist movement for people like Kate Millett, Betty Friedan. For all of us, Simone de Beauvoir was fundamentally important. Toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Quand en Amérique, il y a eu un grand mouvement contre la ségrégation au XIXe siècle, du même coup, il y a eu un grand mouvement féministe. Les deux se soutenaient. Eh bien, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. C'est très sensible en France, parce qu'elle le garde lui aussi à la maison, on regarde ensemble la télévision, et de cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote, qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine. Je me plais particulièrement dans la compagnie des jeunes. Je leur sais gré d'échapper aux dégradations, aux aliénations auxquelles consentent les adultes. Une de ces amitiés a pris beaucoup de place dans ma vie. Mieux je connaissais Sylvie, plus je me sentais d'affinité avec elle. Comme moi, c'était une intellectuelle et elle aussi tenait passionnément à la vie. Sur beaucoup d'autres points, elle me ressemblait.
Avec 33 ans de différence, je retrouvais en elle mes qualités et mes travers. Il y a entre nous une telle réciprocité que je perds la notion de mon âge. Elle m'entraîne dans son avenir, et par instants, le présent retrouve une dimension qu'il avait perdue. Le vieillissement, de façon personnelle, ça l'avait touchée, mais comme toujours, elle n'était jamais narcissiste, jamais égotiste. Ça l'avait fait rebondir vers le cas des autres. Et du coup, elle s'est dit, tiens, je vais réfléchir sur la vieillesse en général. Je me souviens, elle allait travailler à la Nationale, elle rencontrait des gens, elle est allée dans des hospices de vieillards. Elle était bouleversée parce qu'elle avait vu. C'est ce que j'appelle son intrépidité, parce qu'elle allait droit aux vérités, même les plus cruelles. Alors elle a écrit ce livre. D'ailleurs, elle a toujours dit que si elle écrivait, c'était pour démystifier, pour dire la vérité, et qu'il n'y a pas de limite possible à cette vocation. La seule chose à la fois neuve et importante qui puisse m'arriver, c'est le malheur. Ou je verrai Sartre mort, ou je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait en le quittant. C'est affreux qu'il vous abandonne et se taise. Il a fallu que du temps passe. Après la mort de Sartre, elle a été à l'hôpital et longtemps. Et les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas. Et moi aussi d'ailleurs. Et elle s'en est sortie, et puis il y a eu une période où elle a été... où la vie lui était insupportable, c'est ce que je pense. Insupportable. Et en effet, ça commençait à aller mieux. Elle avait à nouveau une grande soif de connaître le monde, de voyage. Autrefois, elle était inlassable là-dessus. Voyager avec elle, c'était vraiment une expérience de ratissage absolu d'une région. Elle ne laissait rien passer. C'était comme pour la... Il faut tout se dire, et il fallait tout voir, tout voir. C'était formidable. Au mieux, si on me lit, le lecteur pensera « elle en avait vu des choses ». Mais cet ensemble unique, mon expérience à moi, avec son ordre et ses hasards, l'opéra de Pékin, les arènes du Elva, le candomblé de Bahia, les dunes d'Elwed, la Bandia Avenue, les aubes de Provence, Tirinthe, Castro parlant à 500 000 Cubains, un ciel de soufre au-dessus d'une mer de nuages, le hêtre pourpre, les nuits blanches de Leningrad, les cloches de la Libération, une lune orange au-dessus du Pirée, un soleil rouge montant au-dessus du désert, Torcello, Rome, toutes ces choses dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai rien dit. Rien n'aura eu lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait, et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où, quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie, même réussir, c'est sur un certain plan
un échec parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement. C'est exactement cela. Les promesses ont été tenues. Mais une promesse tenue n'est pas ce que l'on se promettait parce qu'on vise toujours l'être, l'absolu, et qu'on n'a jamais qu'une existence relative. Au fond, c'est très simple. Je croyais quand j'étais jeune que j'avais une vie devant moi, mais une vie n'est jamais ni devant ni derrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qui passe. Et dans les projets. Mais ce sont deux choses assez différentes d'ailleurs, les objets ou les mémoires, je crois. Parce que les objets, quand on les achète, finalement, c'est pour sauver le présent. C'est avec l'idée que plus tard, ça sera des souvenirs qu'on conservera. Donc, en un sens, c'est un projet, l'achat d'un objet. Tandis que les mémoires, ça, c'est tout à fait différent. J'ai voulu pendant... Enfin, assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elle que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux, et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin. Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connu, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ces débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage. Je ne peux pas m'imaginer à 20 ans autre que j'étais, mais aussi ne puis-je pas m'imaginer une enfance où Zaza n'aurait pas existé. Elle m'a fait abandonner mon personnage d'enfant sage. Elle m'a appris l'indépendance et l'irrespect, mais de manière superficielle. Elle n'a pris aucune part aux conflits intellectuels qui ont marqué mon adolescence. Jamais je ne l'ai mêlée au travail qui se faisait en moi. Je lui ai soigneusement caché que je lisais des livres défendus, que je remettais en question la morale et la religion. Je lui ai dissimulé longtemps que je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi a-t-elle échoué dans la mort, alors qu'elle aurait souhaité vivre, aimer, écrire peut-être? Quelles ont été ses malchances? Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Ça, c'est sa tête au moment où elle a connu Sartre. 20 ans, quoi. Cette photo est rarissime. Alors, je travaille sur un cahier de jeunesse, année 1929-1930. Le manuscrit est à la Bibliothèque nationale. C'est le lundi 17 juin
1929. Réclame en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Si j'écrivais aujourd'hui le deuxième sexe, je donnerais des bases matérialistes et non idéalistes à l'opposition du même et de l'autre. Je fonderais le rejet et l'oppression de l'autre, non sur l'antagonisme des consciences, mais sur la base économique de la rareté. On ne naît pas femme, on le devient. Je reprends à mon compte cette formule qui exprime une des idées directrices du deuxième sexe. Elle demanderait seulement à être complétée. On ne naît pas mâle, on le devient. La virilité non plus n'est pas donnée au départ. She has been an absolutely pioneering figure in the American feminist movement for people like Kate Millett, Betty Friedan. For all of us, Simone de Beauvoir was fundamentally important. Toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Quand en Amérique, il y a eu un grand mouvement contre la ségrégation au XIXe siècle, du même coup, il y a eu un grand mouvement féministe. Les deux se soutenaient. Eh bien, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. C'est très sensible en France, parce qu'elle le garde lui aussi à la maison, on regarde ensemble la télévision, et de cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine. Je me plais particulièrement dans la compagnie des jeunes. Je leur sais gré d'échapper aux dégradations, aux aliénations auxquelles consentent les adultes. Une de ces amitiés a pris beaucoup de place dans ma vie. Mieux je connaissais Sylvie, plus je me sentais d'affinité avec elle. Comme moi, c'était une intellectuelle et elle aussi tenait passionnément à la vie. Sur beaucoup d'autres points, elle me ressemblait. Avec 33 ans de différence, je retrouvais en elle mes qualités et mes travers. Il y a entre nous une telle réciprocité que je perds la notion de mon âge. Elle m'entraîne dans son avenir et par instants, le présent retrouve une dimension qu'il avait perdue. Guerre avec l'Allemagne. Entre 1929 et 1939, je n'éprouvais pas la pression de l'histoire de telle manière qu'elle me dérangeât. Et je voulais m'aveugler. Je voulais croire que rien, jamais, ne pourrait ébranler mon bonheur. J'ai usé de ma liberté pour méconnaître la vérité du moment que je vivais. En 1940, sur le plan intellectuel, aucune hésitation n'était possible. Je ne pouvais que haïr le nazisme et la collaboration. Il était aussi dans ma ligne de tenter de réagir à la situation sans me laisser écraser. Ce que je n'ai pas découvert, c'est la manière de traduire par des actes mon opposition au nazisme. During the whole war, she lived here with Sartre, on and off. Sartre was always one floor up or one floor down. They never shared rooms. I think we tend to forget just how scandalous Simone de Beauvoir was. She was so daring. We forget just how restricted the world was for women like Simone de Beauvoir, and just how courageous she was. During the war, she had various girlfriends. She had 2 or 3 physical relationships with women. They were always younger than she was. They were always her students. In the past, they had been her students. And Sartre became interested in them too, so they sometimes formed rather difficult trios. So she liked to speak like Sartre.
She liked to patronize these women. She would speak patronizingly about them. Rassuré sur le sort de Sartre par un de ses camarades de captivité, j'ai décidé de parier sur un avenir heureux. J'ai demandé à Hegel de me rendre intelligible le cours de l'histoire. J'ai accueilli et suscité toutes les distractions possibles. Surtout, j'ai entrepris d'achever l'invité, puis j'ai écrit Le sang des autres. Je pense que c'est une très bonne philosophe. Je pense qu'elle connaît admirablement l'histoire de la philosophie. Je dirais même qu'elle lit avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'empathie les philosophes que Sartre. Et puis, là où elle a joué un rôle fondamental, c'est que c'est elle qui a découvert Hegel. Or, Hegel est à peu près inconnu en France. C'est quand même le très grand philosophe, non seulement allemand, mais mondial. Et c'est elle qui le découvre à la Bibliothèque nationale pendant... Ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elles que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie, et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin. Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connue, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ces débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage. Je ne peux pas m'imaginer à 20 ans autre que j'étais, mais aussi ne puis-je pas m'imaginer une enfance où Zaza n'aurait pas existé. Elle m'a fait abandonner mon personnage d'enfant sage. Elle m'a appris l'indépendance et l'irrespect, mais de manière superficielle. Elle n'a pris aucune part aux conflits intellectuels qui ont marqué mon adolescence. Jamais je ne l'ai mêlée au travail qui se faisait en moi. Je lui ai soigneusement caché que je lisais des livres défendus, que je remettais en question la morale et la religion. Je lui ai dissimulé longtemps que je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi a-t-elle échoué dans la mort, alors qu'elle aurait souhaité vivre, aimer, écrire peut-être? Quelles ont été ses malchances? Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Ça, c'est sa tête au moment où elle a connu Sartre. 20 ans, quoi. Cette photo est rarissime. Alors, je travaille sur un cahier de jeunesse, année 1929-1930. Le manuscrit est à la Bibliothèque nationale. C'est le lundi 17 juin 1929, et c'est le premier jour de l'agrégation de philo qu'elle passe, en même temps que Sartre. Sartre sera reçu premier et elle seconde. Mardi 18 juin, ce sera la deuxième journée. Et là, vous voyez, mercredi 19 juin, nous finissons par la morale chez les stoïciens et Kant. C'est son dernier sujet. Ça a très bien marché. Ce n'est pas un hasard si c'est Sartre que j'ai choisi, car enfin, je l'ai choisi. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Acte à peu près que Sartre et moi. Maintenir à travers des écarts une certaine fidélité. Si les deux alliés ne se permettent que des passades sexuelles, il n'y a pas de difficulté, mais aussi la liberté qu'ils concèdent ne mérite-t-elle pas son nom? Nous avions été, Sartre et moi, plus ambitieux. Nous avions étourdiment esquivé comment le tiers s'accommoderait-il de notre arrangement. Il arriva qu'il s'y plia sans peine. Notre union laissait assez de place pour des amitiés ou des camaraderies amoureuses, pour des romances fugaces. Mais si le protagoniste souhaitait davantage, des conflits éclataient. I want a place of my own to live in, with a woman of my own, and perhaps a child of my own.
There's nothing extraordinary about wanting such things. In fact, it's rather common. It's just that I've never felt like it before. It's different for you. You've got Sartre. You live in the heart of French culture, and every day you draw satisfaction from your work and your life. Whereas I lead a sterile existence, centered exclusively on myself, and I'm not at all happy about it. I am stuck here because my job is to write about this city, and I can only do it here. It leaves me with no one to talk to, caught in my own trap. Quel malheur que d'être femme, et pourtant le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Kierkegaard. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf, et j'allais de surprise en surprise. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Un des malentendus qu'a suscité mon livre, c'est qu'on a cru que j'y niais entre hommes et femmes toute différence. Au contraire, j'ai mesuré en l'écrivant ce qui les sépare. Ce que j'ai soutenu, c'est que ces dissemblances sont d'ordre culturel et non pas naturel. My first wife read The Second Sex. Ma première femme a lu Le Deuxième Sexe en 1950 ou en 51, et cela a détruit mon mariage. To speak like Sartre, she liked to patronize these women. She would speak patronizingly about them. Rassuré sur le sort de Sartre par un de ses camarades de captivité, j'ai décidé de parier sur un avenir heureux. J'ai demandé à Hegel de me rendre intelligible le cours de l'histoire. J'ai accueilli et suscité toutes les distractions possibles. Surtout, j'ai entrepris d'achever l'invité, puis j'ai écrit Le sang des autres. Je pense que c'est une très bonne philosophe. Je pense qu'elle connaît admirablement l'histoire de la philosophie. Je dirais même qu'elle lit avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'empathie les philosophes que Sartre. Et puis, là où elle a joué un rôle fondamental, c'est que c'est elle qui a découvert Hegel. Or, Hegel est à peu près inconnu en France. C'est quand même le très grand philosophe, non seulement allemand, mais mondial. Et c'est elle qui le découvre à la Bibliothèque nationale pendant que Sartre est pris par la guerre. C'est dans les lettres que Simone de Beauvoir lui dit « il faut que vous lisiez Hegel », etc. Et elle est à la Bibliothèque nationale, elle souligne, elle prend des notes et elle lui explique. Elle considère que c'est Sartre l'inventeur, le créateur de concepts, et que elle, son rôle, c'est de l'aider, lui, à préciser ses pensées. Donc elle est son interlocutrice favorite, et même la seule. Et toutes ces idées, il les essaye avec elle. Et elle essaye de les mettre en pièces, de les contester, et elles ne deviennent solides qu'à partir du moment où elles ont résisté à sa critique à elle. Ça, c'est très important. Non, c'est des rapports très beaux et très rares, hein, je pense. Mais qui sont, c'est pour ça que c'est très difficile à reproduire, qui sont appuyés sur l'œuvre de l'un et de l'autre, et l'œuvre passant avant tout le reste. Alors, Simone de Beauvoir était plus difficile à troubler dans son œuvre, parce qu'elle se mettait à sa table, elle grattait, elle avait une capacité de production. Sartre aussi, mais il fallait le protéger des autres. Donc Simone de Beauvoir le protégeait des autres. À eux deux, si vous voulez, ils formaient un seul être, une espèce de monade, comme on dit en philosophie. On les appelait Castor-Sartre en un seul mot, tout en restant deux individualités bien distinctes. Le modèle de ce que peut être un amour entre hommes et femmes.
la gaieté, l'intelligence, la générosité. D'un autre côté, le récit de Simone de Beauvoir, celui qui nous a tous frappés, c'est celui des mémoires. Et dans les mémoires, les choses sont très arrangées. Ça se passe beaucoup mieux que dans la réalité. Il y a un mensonge, ou en tout cas une grosse omission, c'est en effet la disparition au bout de 7 ou 8 ans du désir entre eux. Hein. Ils n'ont plus de rapport sexuel. Et ça, c'est caché, ou ça n'est pas dit. Et ça change beaucoup de choses. Bonjour madame, merci. Voici votre copie que vous avez demandé. America for them, since the 1920s, had represented American literature, Hemingway, Steinbeck, Dreiser, Dos Passos. American novels were using experimental techniques that were very interesting and strongly influenced Simone de Beauvoir and Sartre. Then there was jazz. There was architecture in Chicago. There was the very words New Orleans, Chicago, Memphis excited them. When she came to America in 1947, Simone de Beauvoir could see the beginning of what would become the McCarthyist witch hunt. She also saw the racism with Richard Wright, the black American writer who lived in New York. And when she was with him, she understood a great deal that white people never understand. She met this writer called Nelson Algren, January till April. It's clear from the first time he set eyes on Simone de Beauvoir, he was surprised. He expected an intellectual, and she was very beautiful. And I think for Simone de Beauvoir, Nelson Algren represented an America that in 1947 she loved. Jeudi 30 octobre 1947. Nelson, mon amour. Dès que j'ai posté cette lettre, je me sens si frustrée que je dois en commencer une autre. J'ai toujours l'impression de n'avoir rien dit. Sans doute parce que l'amour ne peut se dire. J'ai hésité à éteindre pour m'abandonner à des pensées sommeilleuses sur vous. Écrire demande plus d'efforts, mais rend un son plus vrai. En effet, il vous importe peu, et à moi énormément, que cette lettre soit écrite en cet instant précis, maintenant. Maintenant. Quel drôle de mot, puisque même l'heure de nos montres diffère, et qui signifie tant quand nos lèvres se rencontrent. Quand nous pouvons dire « maintenant, maintenant, je vous ai ». Vous n'attachez pas autant d'importance que moi aux mots. Mon histoire publique, c'est celle de mes livres, de mes succès, et aussi celle des attaques auxquelles j'ai été en butte. En France, si vous écrivez, être femme, c'est donner des verges pour vous battre. Surtout à l'âge que j'avais quand j'ai commencé à être publiée. Le fait est que je suis un écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Cette vie en vaut bien une autre. Elle a ses raisons, son ordre, ses fins, auxquelles il faut ne rien comprendre pour la juger extravagante. En tout cas, me retournant vers mon passé, je n'envie personne. Je me suis entraînée dans ma jeunesse à me foutre de l'opinion. On se rend mal compte aujourd'hui avec le recul
de l'importance que ça a eu, de la gloire de Sartre et de Beauvoir à partir de 45-46, de ce que c'était qu'ils ont structuré toute une partie de Paris. Non seulement les gens les imitaient dans les mœurs, dans leur rapport avec les hommes, les femmes, dans la politique, dans tout ça, mais c'était leur bistrot, ils étaient maîtres. Il y avait Montparnasse, où nous sommes, et Saint-Germain-des-Prés, c'était vraiment les deux bastions, et on a ça dans les mémoires de Beauvoir. L'existentialisme, il faut quand même savoir, et ça, c'était un grand modèle, ça veut dire qu'on ne loge pas ensemble, et qu'on n'a pas de problème de ménage ensemble. Et que ça, ils s'en sont dispensés dès le départ, c'est une vie de bistrot. Et c'est elle qui le découvre à la Bibliothèque nationale pendant que Sartre est pris par la guerre. C'est dans les lettres que Simone de Beauvoir lui dit « il faut que vous lisiez Hegel, etc. » Et elle est à la Bibliothèque nationale, elle souligne, elle prend des notes et elle lui explique. Elle considère que c'est Sartre l'inventeur, le créateur de concepts, et que elle, son rôle, c'est de l'aider, lui, à préciser ses pensées. Donc elle est son interlocutrice favorite, et même la seule. Et toutes ces idées, il les essaye avec elle. Et elle essaye de les mettre en pièces, de les contester, et elles ne deviennent solides qu'à partir du moment où elles ont résisté à sa critique à elle. Ça, c'est très important. Non, c'est des rapports très beaux et très rares, hein, je pense. Mais qui sont, c'est pour ça que c'est très difficile à reproduire, qui sont appuyés sur l'œuvre de l'un et de l'autre, et l'œuvre passant avant tout le reste. Alors Simone de Beauvoir était plus difficile à troubler dans son œuvre, parce qu'elle se mettait à sa table, elle grattait, elle avait une capacité de production. Sartre aussi, mais il fallait le protéger des autres. Donc Simone de Beauvoir le protégeait des autres. À eux deux, si vous voulez, ils formaient un seul être, une espèce de monade, comme on dit en philosophie. On les appelait Castor-Sartre en un seul mot, tout en restant deux individualités bien distinctes. Le modèle de ce que peut être un amour entre hommes et femmes. La gaieté, l'intelligence, la générosité, l'invention, la bonne humeur constante. La bonne humeur chez eux était quasiment une qualité morale. Et puis, l'un comme l'autre, tout jeune, voulait vivre de cette façon. À la fois ce lien entre eux et des aventures. C'est frappant dans les cahiers de jeunesse. Simone de Beauvoir ne voulait pas se cantonner à un amour unique. Et c'est pour ça qu'elle s'est tellement bien entendue avec Sartre. C'est pour ça qu'elle a choisi Sartre. Eux ont tenu, par Simone de Beauvoir, d'ailleurs, c'est elle qui en a été l'agente, à faire connaître leur mode de vie. Parce qu'ils pensaient que l'invention de leur vie amoureuse, par rapport aux normes de la vie amoureuse qui précédaient, était corrélative, homogène avec leur volonté d'inventer de nouveaux rapports sociaux. Mais d'un autre côté, le récit de Simone de Beauvoir, celui qui nous a tous frappés, c'est celui... Sartre et moi, maintenir à travers des écarts une certaine fidélité. Si les deux alliés ne se permettent que des passades sexuelles, il n'y a pas de difficulté, mais aussi la liberté qu'ils concèdent ne mérite-t-elle pas son nom? Nous avions été, Sartre et moi, plus ambitieux. Nous avions étourdiment esquivé comment le tiers s'accommoderait-il de notre arrangement. Il arriva qu'il s'y plia sans peine. Notre union laissait assez de place pour des amitiés ou des camaraderies amoureuses, pour des romances fugaces. Mais si le protagoniste souhaitait davantage, des conflits éclataient. I want a place of my own to live in, with a woman of my own, and perhaps a child of my own.
There's nothing extraordinary about wanting such things. In fact, it's rather common. It's just that I've never felt like it before. It's different for you. You've got Sartre. You live in the heart of French culture, and every day you draw satisfaction from your work and your life. Whereas I lead a sterile existence, centered exclusively on myself, and I'm not at all happy about it. I am stuck here because my job is to write about this city, and I can only do it here. It leaves me with no one to talk to, caught in my own trap. Quel malheur que d'être femme, et pourtant le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Kierkegaard. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf, et j'allais de surprise en surprise. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Un des malentendus qu'a suscité mon livre, c'est qu'on a cru que j'y niais entre hommes et femmes toute différence. Au contraire, j'ai mesuré en l'écrivant ce qui les sépare. Ce que j'ai soutenu, c'est que ces dissemblances sont d'ordre culturel et non pas naturel. My first wife read The Second Sex. Ma première femme a lu Le Deuxième Sexe en 1950 ou en 51, et cela a détruit mon mariage. Et il y a eu des articles... Et le gouvernement qui tuait des jeunes Français en prolongeant la guerre. La vie des musulmans ne comptait pas moins à mes yeux que celle de mes compatriotes. Elle vit ça comme une espèce d'accablement quand elle dit, quand elle se sent complètement rejetée par le peuple français. Le peuple est contre moi, je ne me sens plus française, j'ai honte de mon pays. Je crois que c'est très profond chez elle. Et je crois qu'elle l'a vécu très difficilement. Ce sont de sales années. Moi, je ne crois pas du tout qu'elle ait eu peur. Je pense pas non plus. Elle quitte son appartement parce que c'est dangereux et qu'en plus le commissaire de police vient lui dire de partir et que vous risquez de sauter comme Sartre quitte le sien. Et Sartre a bien raison puisqu'il y a 2 attentats rue Bonaparte. Le premier qui n'est pas très grave, le deuxième qui emporte tout l'escalier et qui ravage l'entrée. Enfin, c'était une bombe pour tuer. Mais je crois qu'elle vit 4 années très très difficiles de 58 à 62. Il y avait l'idée que la révolution devait être violente et que c'était pas possible de faire autrement. Enfin, ça, on le trouve chez Sartre, mais chez elle. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se cacher un certain sectarisme de pouvoir. Si vous prenez des articles politiques, l'article de 1955 sur la gauche, le numéro spécial des temps modernes sur la gauche, qui commence par « La vérité est une ». L'erreur multiple, il ne faut pas s'étonner que la droite professe le pluralisme. Si ce n'est pas la phrase la plus sectaire que j'ai jamais entendue, je ne comprends pas. L'existentialisme a été un mouvement sectaire, d'une certaine manière. Les exclusions à passe-parler de Koestler, de Camus, même de Merleau-Ponty, parce qu'ils ont retrouvé des liens après, mais ça n'a plus jamais été pareil. Si on n'est pas d'accord politiquement, on n'a plus rien à nous dire, dit Sartre à Koestler, Simone de Beauvoir est là, et Camus à 3 pas. Je ne trouve pas que ça soit une phrase terrible avec le recul. Je pense que nous avons toujours eu une très très grande liberté d'esprit, héritée peut-être de, je ne sais pas, de Descartes, qui nous avait beaucoup influencé, Sartre comme moi, quand nous étudions la philosophie, qui était qu'il faut garder la liberté de son jugement. Parce que nous avons eu raison d'être contre la guerre d'Indochine, nous avons eu raison d'être contre la guerre d'Algérie, et pas seulement contre les tortures, mais contre la guerre. Donc dans l'ensemble, le bilan, à mon avis, des temps modernes est très positif. Jacques Laurent Bost. C'était quelqu'un d'extrêmement aimable, qui a accompagné Simone de Beauvoir 48 ans. D'ailleurs, il était auteur moderne, au comité de rédaction. C'est tout de même à lui qu'elle a dédié Le Deuxième Sexe. On a toujours cru, à travers les mandarins et les mémoires, que ça avait été une espèce de passade charmante
On n'a jamais pris ça pour quelque chose de très sérieux. En fait, c'était très sérieux et c'est de très belles amours. Le modèle de ce que peut être un amour entre hommes et femmes. La gaieté, l'intelligence, la générosité, l'invention, la bonne humeur constante. La bonne humeur chez eux était quasiment une qualité morale. Et puis, l'un comme l'autre, tout jeune, voulait vivre de cette façon. À la fois ce lien entre eux et des aventures. C'est frappant dans les cahiers de jeunesse. Simone de Beauvoir ne voulait pas se cantonner à un amour unique. Et c'est pour ça qu'elle s'est tellement bien entendue avec Sartre. C'est pour ça qu'elle a choisi Sartre. Eux ont tenu, par Simone de Beauvoir, d'ailleurs, c'est elle qui en a été l'agente, à faire connaître leur mode de vie. Parce qu'ils pensaient que l'invention de leur vie amoureuse, par rapport aux normes de la vie amoureuse qui précédait, était corrélative, homogène avec leur volonté d'inventer de nouveaux rapports sociaux. Mais d'un autre côté, le récit de Simone de Beauvoir, celui qui nous a tous frappés, c'est celui des mémoires. Et dans les mémoires, les choses sont très arrangées. Ça se passe beaucoup mieux que dans la réalité. Il y a un mensonge, ou en tout cas une grosse omission, c'est en effet la disparition au bout de 7 ou 8 ans du désir entre eux. Hein. Ils n'ont plus de rapport sexuel. Et ça, c'est caché, ou ça n'est pas dit. Et ça change beaucoup de choses. America for them, since the 1920s, had represented American literature, Hemingway, Steinbeck, Dreiser, Dos Passos. American novels were using experimental techniques that were very interesting and strongly influenced Simone de Beauvoir and Sartre. Then there was jazz. There was architecture in Chicago. There was the very words New Orleans, Chicago, Memphis excited them. When she came to America in 1947, Simone de Beauvoir could see the beginning of what would become the McCarthyist witch hunt. She also saw the racism with Richard Wright, the black American writer who lived in New York. And when she was with him, she understood a great deal that white people never understand. She met this writer called Nelson Algren, January till April. It's clear from the first time he